Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui qui va nous permettre de changer un peu d'horizon, de sortir de nos marchés européens, américains, voire des grands marchés émergents dont on a l'habitude de parler, la Chine, le Brésil, l'Inde, pour se focaliser sur une zone dont on parle beaucoup moins, y compris dans cette émission, la zone du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et c'est Kaïs Mbarek qui est avec nous en plateau pour en parler. Bonsoir Kaïs. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le CEO d'Integra AM, d'Integra Asset Management, qui est une société de gestion d'actifs que vous avez lancée en 2016, qui est installée à Dubaï et qui, justement, met en place des stratégies dédiées à l'investissement dans les marchés du Moyen-Orient, notamment, Kaïs. Je voulais que vous nous en disiez un peu plus sur ces marchés qu'on connaît assez mal. Alors, on comprend que c'est des zones économiques qui sont importantes quand même aujourd'hui. Que représentent les marchés financiers du Moyen-Orient à l'échelle du globe, Kaïs ? Oui, tout à fait. Alors, le Moyen-Orient, Afrique du Nord, il y a trois régions. Le gros, c'est les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. Il y a une région qui est l'Afrique du Nord, mais c'est des marchés relativement illiquides, où on intervient d'une manière assez opportuniste, mais qui offre des opportunités d'investissement qui sont un peu différentes du pays du Golfe. Et il y a le Levant, le Liban, la Jordanie, etc., où là, c'est encore plus illiquide, où on intervient d'une manière très limitée. Donc 90%, on va dire, de ce qu'on fait, c'est principalement le pays du Golfe. Oui. Ouais. Qu'est-ce que représentent ces marchés ? Et si on prend effectivement le poids des pays du Golfe dans cette zone, que représentent ces marchés à l'échelle du globe ? Et est-ce que ces marchés-là reflètent le poids économique de cette région ? Alors, justement, le poids économique est déjà assez considérable. Si c'était un pays, la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, aurait un PIB de plus de 2,5 trillions de dollars. Et c'est un marché de 400 millions d'habitants. Donc, clairement, ça serait facilement dans le top 10 des marchés. Des premières économies mondiales. Et en termes boursiers, on parle quand même de capitalisation boursière de 4 trillions de dollars. Là aussi, ça représente en gros le poids de cette région représente 8% des marchés émergents aujourd'hui, et c'est un pourcentage qui est en constante croissance, et je pense qu'on va dépasser les 10, peut-être 11-12% dans les prochaines années, au vu des introductions en bourse qu'on voit venir. Donc c'est une région qui a une capitalisation boursière assez constante, assez consistante, pardon. Et surtout, il y a des sociétés qui sont d'une taille assez considérable. Dans le secteur bancaire, par exemple, la plus grande banque pèse 90 milliards de dollars. Bien sûr. C'est comme HSBC. Il y a 3 ou 4 banques qui pèsent 50 milliards de dollars. Donc c'est comme la BNP, c'est plus grand que pas mal d'autres banques européennes ici. La pétrochimie ici, c'est grand. Il y a les télécoms. L'opérateur émiratique détient 10% de Vodafone. Donc c'est une région vraiment d'une taille assez consistante. Et qui n'est pas, à mon avis, en adéquation avec le poids économique. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez lancé cette société de gestion en 2016, Kaïs, oui, avec l'idée que ces marchés-là vont attirer de plus en plus d'investisseurs globaux. C'est des marchés qui sont encore très drivés par des investisseurs locaux, on peut le dire, Kaïs. Votre pari, c'est qu'il y a des transformations en marche, il y a des réformes en route, dont l'objectif est justement d'amener plus d'investisseurs internationaux et globaux sur ces marchés. Oui, tout à fait. Alors, en 2017, on a lancé cette société parce qu'on a vu un point d'inflexion qui se profilait. Et ce point d'inflexion, c'était l'entrée de l'Arabie Saoudite dans les indices MSCI. C'est arrivé en 2019 et on avait anticipé justement qu'il y ait beaucoup plus d'investisseurs qui s'intéresseraient à cette région. C'est une région qui a longtemps été fermée aux investisseurs étrangers. L'entrée de ces investisseurs-là date de peut-être il y a 4-5 ans avec l'entrée de l'Arabie Saoudite. Et donc, ça reste une région qui est inefficiente. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette société, pour justement tirer profit de ces inefficiences. Quels sont les atouts qu'on peut mettre en avant qui peuvent permettre à des investisseurs globaux, internationaux, peut-être, d'aller au-delà de leur
réticence. Oui. Parce que c'est pas le sujet de la discussion, mais on peut comprendre quand on est attentif à des standards de reporting, des questions de gouvernance, qu'on veut quand même être aussi liquide sur ces investissements. Qu'est-ce qui permet justement d'aller un peu au-delà du regard que certains portent peut-être, ou de la manière dont on regarde encore cette zone, qui est peut-être pas d'ailleurs très up-to-date, qui est peut-être pas très contemporaine d'un certain point de vue. Mais quels sont les atouts là que vous faites valoir quand vous rencontrez des investisseurs internationaux sur ces marchés ? La région, donc, moi je pense qu'il y a 3 axes majeurs en fait quand on veut investir dans cette région. Il y a le côté macro. Donc en ce moment, c'est un peu la cerise sur le gâteau avec le prix du pétrole au-dessus de $80. Mais il y a aussi les thématiques qu'on retrouve dans les marchés émergents de démographie, de gain de productivité, etc. Il y a le deuxième axe qui sont les transformations structurelles que les gouvernements sont en train de mettre en place. Il y a une prise de conscience, ils sont en train de préparer l'après-pétrole. Donc il y a des programmes colossaux, des investissements colossaux pour justement transformer leur économie et diversifier leur économie. Donc ça, c'est la deuxième thématique, à mon avis, que les investisseurs peuvent jouer. Et il y a le troisième axe, qui est à mon avis aussi important que les 2 autres, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'inefficience de ces marchés-là. Oui. C'est vraiment des marchés qui combinent à la fois une taille critique, des liquidités, mais en même temps une inefficience qu'on ne trouve pas dans des marchés aussi liquides. Et je pense que cet axe-là est aussi important que les 2 autres. Pour des investisseurs fondamentaux, face à une gestion passive, benchmarkée, qui écrase tout sur son passage, vous dites, là, il y a un vrai univers d'investissement pour des analystes fondamentaux et des investisseurs fondamentaux. Clairement. Là, si on regarde, par exemple, sur les 10 dernières années, la région a quand même délivré des rendements qui sont très honorables par rapport au reste du monde. Il n'y a que, je pense, que le S&P qui bat cette région-là sur 10 ans. Ah oui. Oui, mais on est dans le high single digit. Oui, je comprends. Proche de 10% de performance. Exactement. D'accord. Mais je pense, avec une approche active, on peut aller chercher les 2 chiffres et voilà, de là, probablement. Je reviens à l'après-pétrole, parce que c'est quand même la question clé. Oui. Alors, certains y vont pour le pétrole, d'autant que le marché russe est fermé désormais aux investisseurs internationaux, et que c'était le pur play du pétrole pour des investisseurs globaux. Donc, certains se sont reportés, j'ai compris d'ailleurs, sur ces marchés du Golfe et sur l'Arabie Saoudite. Au-delà du pétrole, c'est quoi les grands axes stratégiques de développement pour ces pays, qui sont aussi des routes pour les investisseurs? De quoi on parle concrètement? Alors, il y a beaucoup d'investissements qui se font dans des secteurs comme l'hospitalité, le tourisme, l'éducation, la santé, l'innovation, la digitalisation de l'économie. Donc, les gouvernements sont en train d'investir massivement là-dedans et sont en train d'utiliser les surplus générés par le pétrole pour justement amener leur économie vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Donc, il y a des thématiques de marché, il y a des sociétés qui sont exposées à ça. Le secteur financier est probablement le plus facile pour jouer ce genre de thématique, parce que il est exposé à tous ces programmes de financement, d'investissement, pardon. Et donc, il y a des thématiques comme ça, au-delà du pétrole, et je pense que c'est là où les investisseurs ont mal compris cette région. Ça veut dire qu'on l'identifie beaucoup au pétrole, bien sûr. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Il y a des thématiques qui sont propres à cette région-là. Il y a l'inefficience du marché, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut trouver au-delà du pétrole dans cette région. Et il y a un dynamisme, vous le disiez, sur le marché primaire. Il y a beaucoup d'introductions en bourse. Il y a un écosystème entrepreneurial qui se développe. On trouve, alors je reviens sur mon idée de gouvernance, mais des standards ou des standards d'entreprise corporate qui sont acceptables pour des investisseurs globaux, internationaux, qui veulent quand même maintenir un niveau de standard important. Ça fait partie de cette volonté quand les gouvernements de justement rendre leur marché plus dynamique. L'introduction l'accès de l'Arabie Saoudite dans le marché MSCI, ça passe
par ce genre d'upgrade, entre guillemets, de la gouvernance. Mais ce qu'on trouve là-bas en termes de gouvernance, il est plus qu'acceptable. J'ai travaillé avant en Europe. Bien sûr. En tout cas, chez les large caps, on trouve des standards internationaux en termes de gouvernance, en termes de disclosure. Et donc, c'est une région très investissable. Puis il y a un point qu'on n'a pas souligné, Kaïs, mais c'est que au moment où les currencies, les changes valsent dans tous les sens, oui. Il y a une grande stabilité sur le plan des devises qui sont arrimées d'une certaine manière. Je suis tellement habitué à ça que j'ai tendance à l'oublier. C'est vrai que c'est une région où les devises sont pégées et que les banques centrales ont des réserves relativement solides pour défendre ce peg. Donc on n'a pas du tout le risque de devise. Ces monnaies-là ne sont pas attaquées, puis c'est pas du tout. Il y a du pétrole derrière aussi. Voilà, tout à fait. Donc, on n'a pas le risque de devise et ces dernières années a beaucoup joué pour la surperformance de cette région par rapport au marché émergent. Merci beaucoup, Kaïs. Merci d'être venu nous parler de cette zone méconnue, en tout cas sur le plan de l'investissement, bien sûr, pour nous, Français et Européens, les marchés du Moyen-Orient, de la zone moyen-orientale et nord-africaine, qui est votre zone d'intervention, on va le dire comme ça, chez Integra Asset Management. Vous en êtes le directeur général, Kaïs Mbarek, qui était avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.